À Dano Entrevue cette semaine, et à quelques jours de deux événements importants pour le Centre d'action bénévole de la grande région de Sorel-Tracy, que sont la Guignolée et le 24e concert à bénéfice de Noël, nous recevons au retour sa directrice générale, Mme Sylvie Quentin, ainsi que M. Yves Langlois, le président de son conseil d'administration. Alors, Sylvie Quentin, bonjour. Bonjour, M. Dano. M. Yves Langlois. Bonjour, M. Dano. Mme Quentin, le Centre d'action bénévole, c'est quoi? Le Centre d'action bénévole, c'est un organisme sans but lucratif qui existe depuis 45 ans et puis qui a progressé au fil des ans afin de répondre à des besoins spécifiques au cours des ans, parce que les besoins changent avec les... Mais au début, en 1972, c'était quoi? Au départ, ça a commencé avec la fermeture des orphelinats, puis des hospices, on appelait ça des hospices. Alors, oui, c'est ça. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins énormes dans les familles, et puis pour aider les personnes âgées pour le maintien à domicile, puis tout ça. Alors, c'est les religieuses qui ont commencé à recruter les premiers bénévoles pour apporter de l'aide dans les maisons privées. Et puis, les Sœurs de Namur, à un moment donné, ils ont parti parce que c'était des Sœurs de la Belgique, ils ont quitté Sorel. Et puis, c'est les Sœurs de la congrégation Saint-Joseph qui a pris la relève. Donc, tout ça, graduellement, devient le Centre d'action bénévole. Oui. Tel qu'on le connaît aujourd'hui. Oui. Et puis, le centre a été incorporé le 4 janvier 1971. Ce qui fait 45 ans. C'est quoi la nature des services que vous offrez? La nature, on a beaucoup de services qu'on offre, des services directs à la population. Et puis, on a entre autres le dépannage alimentaire. Alors ça, le dépannage alimentaire, ce sont nos gens qui se présentent au CAB et puis qui ont besoin d'avoir de la nourriture. Et puis... les demandes, on réalise que les demandes augmentent vraiment. Il y a justement sorti des statistiques dernièrement, la semaine dernière, entre autres, qui dit qu'il y a une certaine augmentation au niveau du Canada, mais encore davantage au Québec. Encore davantage au Québec. Oui. Et puis, nous, on en avait l'impression, parce que nos statistiques de 2016, on va les compiler en début de 2017. Sauf qu'on en avait l'impression, justement, parce qu'on c'est sûr que c'est comptabilisé à chaque semaine. On dit, il me semble qu'on est rendu plus que l'année dernière. Alors, quand j'ai vu les statistiques qui ont sorti, ça a confirmé vraiment. Parce qu'auparavant, c'est sûr que les personnes qui viennent, dans la dernière semaine du mois, on avait beaucoup qui se présentaient au CAB parce que, bon, le chèque n'est pas rentré, puis tout ça. Puis là, bon, on essaye d'étirer le mois. Le dépannage alimentaire, c'est combien de vos... en proportion de vos activités? Mon Dieu, c'est un gros service. On a, mon Dieu, on a combien que j'ai eu de dépannage? J'en ai eu... Vous pensez, par exemple, que c'est, disons, les 2 tiers de votre activité? Ça a-tu du sens quand je dis ça? Il y a quand même la popote roulante qui est oui, mais la popote roulante, c'est un service qui est destiné aux personnes de 65 ans et plus ou personnes malades en convalescence et tout ça. Il y a 41 000 repas qui ont été distribués l'année dernière. Et puis, on a les déjeuners. Tout ce qui regarde la sécurité alimentaire, on a les déjeuners à l'école qu'on sert aux enfants de familles démunies. Oui. Parce que ce qu'on connaît beaucoup, c'est l'accompagnement des hôpitaux. C'est par exemple des gens qui vont faire... Oui, les transports accompagnement. Les transports. L'année dernière, on en a eu 2400. OK, donc 2400, donc c'est quasiment 220 par mois. C'est beaucoup? C'est beaucoup. C'est un gros service. Donc, ça roule continuellement, donc vous avez continuellement besoin de... Justement, en disant ça roule. Ça roule, oui. Il y a 295 000 kilomètres qui ont été parcourus par nos bénévoles l'année dernière. Donc, c'est essentiellement entre Sorel-Tracy et, par exemple, la Rive-Sud? Non, parce qu'on a beaucoup de personnes de la région ici que les traitements ont lieu à Montréal. OK. Alors, c'est souvent, ils vont à Montréal, nos bénévoles. Ouais. C'est quoi la nature des services que vous offrez pas, juste par différence? Est-ce que vous faites de l'alphabétisation, par exemple? Non.
Pas nous. Il y a un organisme qui fait ça. Mais pas le CAM. Non, mais ce qu'on ne veut pas, c'est de dédoubler les services. Okay. Alors, quand il y a des services qui existent, qui sont offerts puis qui sont très bien gérés par d'autres organismes, c'est sûr que nous, on n'est pas là pour enlever la place des autres organismes. Au contraire, on est là pour les aider, pour les soutenir. S'ils ont besoin, on est là pour ça. Tout ça est encadré par un conseil d'administration représenté par M. Landois. C'est quoi, M. Landois, l'utilité, on va poser la question tout à fait directement, l'utilité d'un conseil d'administration dans un organisme À quoi ça sert, un conseil d'administration? Peut-être pas de façon générale, mais dans le contexte du Centre d'action bénévole. OK. Ben, en fait, un CA, dans tout organisme de bienfaisance, là, il faut savoir que ça représente la corporation. Okay. Et ça ne représente pas les employés ou les membres. Il faut faire attention. Donc, il y a un certain recul dans le conseil d'administration. Et puis, il doit agir au nom de la corporation. Et puis, chaque administrateur doit agir avec prudence, diligence, ce qui est standard dans un CA. Et puis, comme des raisons, individuellement, on n'est rien. On doit toujours prendre nos décisions collectivement. Comme vous le savez, dans un CA. En même temps, ça donne une certaine protection aussi. Donc, s'assurer toujours que les activités sont faites en ligne avec la mission. Avec la mission. Avec la mission de l'organisme en question. Okay. C'est ça un CA. C'est un CA. Mais si on parle de services, on parle de financement, donc on parle d'argent. Oui. Alors là, on va tout de suite sauter à la question du financement. Okay. Parce que là, je veux vous amener sur la guignolée dans laquelle vous êtes comme activité de financement. Et aussi sur le concert de Noël. Mais si on commence par la guignolée, pouvez-vous nous en parler? Oui, bien, la guignolée, je vais vous en parler. Ce n'est pas nécessairement tant un gros financement, là, parce que c'est un pourcentage. On parle sur à peu près un budget de 1 million. On parle de peut-être quelque chose d'alentour de 100 000 $. Donc, c'est 10 %. Et puis, c'est recevoir de la main gauche pour redonner à la main droite. Mais c'est un méchant de gros service. Vous savez, depuis plus de 30 ans, moi, je fais la guignolée dans un secteur de Tracy, mais depuis plus de 30 ans, 40 ans, dans la région, il y a la guignolée. Puis ça, c'est environ 600-650 bénévoles qui s'organisent tout seuls. Juste dans la région? Juste dans la région, là, okay. Sorel-Tracy. OK? On parle d'environ 350 bénévoles qui se sont toujours organisés tout seuls à Sorel pour aller de porte en porte, puis environ 250 à Tracy, peut-être entre 250 et 300. Jusqu'ici, ils s'organisaient tant bien que mal entre eux. Et ils redonnaient leur argent. La plupart de l'argent et des denrées étaient remises au Centre d'action bénévole. Mais maintenant, suite à une réflexion qu'on a faite dernièrement, en 2015, le Centre d'action bénévole essaie de coordonner tout ça. Au lieu de laisser des coordonnateurs bénévoles, des fois qui avaient de la difficulté, on a une coordonnatrice professionnelle qui vient faire l'orchestration, tout ça. Et ça va beaucoup mieux. Donc, c'est le 4 décembre, la prochaine guignolée. Exactement. Le 4 décembre, on vous attend, tout le monde. Soyez généreux, s'il vous plaît. Mais pour vous, la générosité, parlons en termes de chiffres, de vrais chiffres. C'est quoi vous visez comme objectif de cette guignolée? Bon, on vise, normalement, la guignolée, premièrement, c'est pas nous qui décidons, hein, c'est les gens qui décident. La générosité, on parle environ entre 100 et 120 000 $ la valeur, la moitié environ en denrées alimentaires, directement, l'autre moitié en argent, parce que des fois, les gens nous disent, j'ai pas le temps de faire mon épicerie, je vais te donner de l'argent, puis tu achèteras les éléments qu'il faut. Donc vous vous attendez environ à 120 000 $. C'est entre 100 et 120 000 ce qui serait un objectif raisonnable. Moitié argent, moitié... Parce que moi, je parle au président du conseil du CA. Oui, c'est correct. Parce que si on regarde ça, puis c'est quoi la préférence en termes de gestion? Là, ben, moi, je préfère depuis toujours, les denrées alimentaires. Okay. Ben, en fait, je vous parle avant même que je sois partie du conseil d'administration, je me disais, quand je donne des denrées alimentaires, je suis sûr que ça va aller à la mission d'une guignolée, qui est en fait de donner la chance aux gens moins nantis d'avoir une belle saison des fêtes, puis d'avoir quelque chose à se mettre dans le ventre. Je me disais, si je vais donner des aliments, c'est sûr qu'ils vont se rendre. Ils vont se rendre. Si je donne de l'argent, des fois, j'étais plus craintif. Okay. Maintenant que je fais partie du conseil d'administration, je sais que l'argent que l'on donne au Centre d'action bénévole est converti immédiatement en denrées alimentaires. Je suis plus rassuré un peu. Okay.
Mais c'est peut-être folklorique, mon affaire, mais j'aime beaucoup Non, qu'on c'est donne de correct. l'argent. Est-ce que... Pas de l'argent, mais des denrées alimentaires. Ben, vous suivez, c'est bien. Mais est-ce qu'il y a des préférences dans les denrées alimentaires? Parce que j'ai déjà vu à certains endroits, on va donner des sacs de chips, des sacs de croustilles. Oui, ben comme de raison, on peut pas, on va tout prendre. Oui, ça, c'est d'accord. Normalement, on ne prendra pas les denrées alimentaires périssables, OK. mais on va favoriser, par exemple, les pâtes, les nouilles, ou encore les denrées alimentaires qui sont dans des conserves. Puisque OK. à ce moment-là, Ça se manipule plus facilement. Ça se manipule beaucoup plus facilement. Mais c'est sûr que si on parle de croustilles et tout ça, ça nous est donné, on va les redonner aussi. Là. Ouais. Puis c'est une période de festivité. Ils n'en ont pas pour l'année, là, des croustilles, mais ils vont pouvoir se gâter un petit peu dans le temps. C'est parce qu'on a toujours tendance à les regarder en termes de bonne alimentation. Oui, oui. Mais vous savez, il y en a plusieurs, pas beaucoup, mais une minorité qui, à chaque année, nous donne de l'alcool, et puis ça, on ne remet pas l'alcool. OK. Ah, ça... Alors, donnez-en pas. Changer. OK, donc, guignolé, 4 décembre. 4 décembre, rappelez-vous de ça. Dans la journée, ça commence. Ça commence à 11 h du matin, OK. puis ça va finir dans les 2-3 heures de l'après-midi, peut-être. OK. Avez-vous tous les bénévoles que vous voulez? Ah, j'ai fait le tour à Tracy. On a tous nos bénévoles à Tracy. Puis à Sorel, il en manque encore quelques-uns. J'ai parlé avec quelques coordonnatrices. OK. Mais on est complet à 95 je pense. Alors, les personnes intéressées peuvent communiquer au Centre d'action bénévole. Demander à Joëlle Racine, qui est la coordonnatrice. OK. Et puis, c'est au 743-4310. OK. Donc, les personnes vont être aiguillées à ce niveau-là. Donc, première activité. Deuxième activité importante, le concert bénéfice. Ah, ben absolument. On a vraiment la chance d'avoir tout le groupe de José Laforêt, là, avec le chœur Sorel-Tracy, il y a l'harmonique Alixa-la-Vallée. Eux, à chaque année, vous savez, c'est des musiciens, seulement des choristes aussi qui sont bénévoles et qui, une fois par année, décident de faire un grand concert et remettent les bénéfices de ce concert-là au Centre d'action bénévole. Alors, nous, on l'apprécie beaucoup. C'est une grande générosité. Vous savez, c'est un paquet de troubles à monter ça. Oh, oui. Et puis, cette année, ils vont faire ça le 11 décembre. Le 11 décembre. Ça. Le 11 décembre, à l'Église Marie Auxiliatrice. Ça commence à 19 h. Okay. Et ça promet d'être... à chaque année, c'est toujours de plus en plus beau et gros. Il va y avoir au-dessus de 100 artistes sur la scène. Okay. Alors, ça va être quelque chose de grandiose. Combien de places dans l'Église? Oui, l'Église Marie Auxiliatrice, en dépendant de sa configuration, peut prendre entre 650 et 750 places. Okay. Si on se fie à l'an passé, il y avait eu 720 spectateurs qui étaient venus. Donc, on est capable d'en prendre encore un petit peu 30 en ce temps. OK. Donc, vous vous attendez encore cette année? Cette année, à autour de 700 personnes. Parce que le concert, on peut dire que c'est l'événement vraiment annuel là, dans la période des fêtes. C'est toujours vraiment très beau. Puis, José Laforêt nous a dit que lors de la conférence de presse que pour elle, elle pense que ça va être encore le plus beau. Et puis, avec son invité spécial qui est Michael aussi. Là. Michael? C'est Michael. Okay. Il s'appelle Michael, mais il a vraiment une voix superbe. OK. Avant d'aller à la pause, autre activité de financement, je veux juste compléter le financement du CAB parce que... Bon, vous avez Centraide, ce que j'ai compris, qu'il faut une grande partie du financement. Oui. Bien, on a Centraide. Attention, moi, j'ai des chiffres ici. Centraide, grosso modo, là, c'est 11 de notre financement. Ah, mon Dieu! OK? Donc, il y a Centraide Opération Septembre pour les écoliers, et puis il y a Centraide pour le reste de l'année. Donc, les deux ensemble, c'est 11 de financement. Par contre, on reçoit des subventions des gouvernements. Le principal, c'est le SOC. Et puis, ça représente le service aux organismes communautaires. Okay. Et puis, ça représente 22 Alors, Centraide 11. 22 22 pour les subventions. On a la popote roulante, qui c'est quand même 25 Il y a des revenus. C'est des revenus. C'est des revenus de la popote roulante. La popote roulante, ils sont immédiatement traduits en aliments. Donc, 25 Et puis, les dons, que ce soit en denrées alimentaires, on parle de la guignolée, entre autres, mais on parle de d'autres organismes qui nous donnent de la nourriture. Les dons de particuliers, les dons d'entreprise, ça représente 28 Les dons d'entreprise, 28 Non. Les dons en général, c'est 28 L'entreprise, c'est 5-6 OK. Et puis, les dons de particuliers, c'est environ 12
Et puis, les dons en denrées alimentaires, là, ça, c'est environ 10 Vous faites la somme de ça, ça donne 28 Avez-vous une stratégie pour les entreprises, 5-6 On a peut-être un message à leur lancer. Bien, il faut faire attention, ça a déjà été plus haut, mais là, présentement, les entreprises, ils sont difficile. dans un contre-coup économique. Donc, on n'est pas là pour tordre le bras non plus. Là. Devriez? Mais on essaie d'être respectueux. OK. Et puis, on sollicite. Et OK. puis, après ça, bien, OK. les gens font selon leur capacité. Écoutez, on va aller à la pause et au retour, on va discuter, on va poursuivre un peu dans le budget, là, notamment au niveau du CAP, voir qu'est-ce que un budget d'un organisme comme le vôtre. Au retour, on reparle autres questions financières et autres questions d'intérêt relativement au Centre d'action bénévole du Bois-Richelieu. Qui dit Centre d'action bénévole, dit bénévole. Bien sûr. Combien de bénévoles, Mme Quentin? Actuellement, on a environ 300 bénévoles actifs, là, inscrits vraiment là, avec un dossier de bénévole, puis tout ça. Et puis, par contre, on a un groupe de bénévoles, on les appelle les bénévoles sympathisants, OK. qui est à peu près de 900 bénévoles. Justement, ces bénévoles-là vont travailler à des temps spécifiques dans l'année. Alors, ça peut être pendant la période d'impôt, qui OK. dure à peu 6 semaines. C'est OK. des bénévoles qui viennent, les paniers de Noël. Vous offrez un service d'impôt. On a un service d'impôt, OK. oui. Et puis, c'est un service qui est vraiment apprécié. OK. L'année dernière, on a eu environ 1200 personnes qui ont bénéficié. Alors, si on multiplie par 2, parce qu'il y a 2 rapports d'impôt à faire, Ça fait il y a des 2400. personnes qui ont des retards de 5 à 6 ans. Alors, c'est 2 rapports par année, puis tout ça. On peut avoir des fois entre 15 et 20 rapports à faire pour une personne. Alors, c'est vraiment énorme comme travail. Bénévole actif, c'est quoi un bénévole actif? C'est quelqu'un qui est là régulièrement ou... Oui, c'est ça. C'est régulièrement. On en a à la réception, nos réceptionnistes, c'est des bénévoles. OK. Alors, ça en prend 2 par jour. Ils font des demi-journées. OK. Et puis, après ça, la popote, c'est 5 jours semaine, la livraison des repas. Et puis, on a 5 secteurs à couvrir, avec 2 personnes par secteur. Donc, on parle de 10 bénévoles par jour. Et puis, les transports médicaux, c'est la même chose, c'est des bénévoles. Ça, c'est une activité de gestion, en réalité, même si c'est des bénévoles. C'est ça. Alors, c'est mes coordonnatrices Oui. qui coordonnent chacun leur service. OK. Donc, vous gérez coordonnatrice et coordonnatrice gèrent les bénévoles. C'est ça, c'est OK. ça. Et puis, vraiment, tu sais, c'est des employés, mais c'est des employés qui ont une vocation. OK. Parce qu'avec tout le dévouement puis l'empathie qu'ils ont avec nos bénéficiaires, là, ça, c'est pas... Ça fait pas partie, disons, ça s'apprend pas. Ils l'ont dans eux autres et puis on peut compter sur eux autres en n'importe quel temps. Ils font du bénévolat aussi en dehors des du heures. CAB. Ah oui. Donc, il n'y a pas de centre d'action bénévole. Sans bénévoles. Sans cette denrée essentielle que sont les Si bénévoles. le centre d'action bénévole existe depuis 45 ans, c'est en grosse partie à cause des bénévoles, parce que c'est eux autres qui sont sur le terrain et qui donnent le service à la communauté. Pour la gestion, parce que souvent dans les entreprises, on remarque qu'il y a des difficultés de recrutement. Est-ce que le recrutement des bénévoles pose aussi problème? On est toujours en recrutement parce que, bon, il y a des bénévoles qui sont bénévoles depuis des années, puis qui commencent à être épuisés, qui tombent malades. Bon. Fait qu'on a toujours besoin d'une relève et puis pour répondre à... Donc, il y a toujours de la place pour les gens qui sont intéressés. Toujours. Et puis, c'est pour ça qu'on a une coordonnatrice à l'action bénévole, justement, qui rencontre les bénévoles, qui leur explique... disons, la tâche, les responsabilités. Ce qu'on attend d'eux autres. Et puis, est-ce qu'il y a un processus de filtration? Oui. Okay. Pour chaque bénévole. OK. Donc, on peut pas c'est pas n'importe qui peut décider de devenir bénévole. Là. Ça prend, je dirais, quasiment un casier vierge, si vous me passez l'expression. Oui, idéalement, sauf qu'on ne peut pas dire qu'on n'accepte pas quelqu'un qui a un dossier, dépendamment de la nature du dossier. De la nature du dossier. OK. Combien d'employés d'employés permanents là, payés? Vous avez combien d'employés permanents payés? Il y a 10 employés.
Vous avez 10 employés permanents? Incluant moi. Incluant vous? Oui, on est 10. OK. Oui. Ça me fait un budget de combien annuellement? Là? Juste se donner une idée là, de la façon dont on fonctionne. On a un budget de tout près de 1 million. Monsieur Landois, il peut vous donner les détails. Tu parles de salaire? Là? Non, juste te donner une idée. Quelqu'un qui regarde ça, c'est un budget de combien? Un budget de dépenses, naturellement. C'est un budget de combien? Donc, si on parle de 2015, on parlait de 977 000 $. OK. Et puis, on s'aligne en 2016 pour dépasser le cap du million. OK. Donc, 1 million de revenus, 1 million de dépenses. OK. Et puis, là-dessus, c'est sûr qu'il y a... Donc, vous roulez autour du million annuellement? Oui, puis il y a peut-être le quart de ça, un peu plus que le quart, qui peut être des salaires, là, OK. dépendant, mais il faut faire attention quand on donne un salaire d'une coordonnatrice qui donne un service, c'est du service qu'on OK. donne. Alors, ça fait partie directement, voyons donc, de l'aide qu'on apporte à la communauté. Parce que l'autre grande question que les gens se posent, puis qu'on se pose, puis que je me pose, soit dit en passant, c'est ce qu'on appelle le ratio de frais d'administration. Là. Oui, bien ça, c'est une question qui vous intéresse, puis c'est une question qui m'intéressait beaucoup. OK, oui, donc... Parce que, est-ce que ça vaut la peine d'être administrateur au CA? Est-ce que ça vaut la peine de donner à ce centre-là? Pourquoi pas donner à un autre organisme de bienfaisance? Alors, j'ai fait mes recherches là-dessus, puis on est plusieurs administrateurs qui se posaient cette question-là. Finalement, on arrive à la conclusion, là, puis là, je vais vous faire languir un peu dans ma réponse. Jusqu'à temps que vous tapiez du pied. Non, la caméra est là, on va vous attendre. Mais finalement, si on prend la formule normalisée de l'Agence de revenus du Canada, on estime qu'à 35 ça commence à être un peu exagéré. Okay, et puis, on est peut-être même sous la loupe d'Agence Revenu Canada, et il y en a beaucoup d'organismes qui sont à 35 donc, plus. Donc, ce n'est pas notre cas. Si on parle maintenant des meilleurs, et puis j'ai lu un peu dans vos notes tantôt, j'ai triché, on voit qu'il y a la Croix-Rouge du Canada qui, année après année, est montrée du doigt, comme pas montrée du doigt, mais est vénérée presque. Hein, avec ses 20 et même 18 18 selon le rapport annuel de 2015. Mais 2013, il était à 20, puis ils sont rendus à 18 Ça, c'est dans les meilleurs. Okay. Okay? Donc, on est dans les élites. Et la moyenne, c'est 26. OK, donc entre 18 et 35 c'est-à-dire, dans votre cas, à vous, pour un budget de $1 million, c'est entre 180 000 et 350 000 Pas pour vous, mais la moyenne inférieure et la moyenne supérieure. C'est ça. Si on compare juste les gros organismes, là, je ne parle pas des organismes à moins de 50 000 de revenus. Non, ça, on s'entend. Donc, on dit que la moyenne, c'est 26 c'est considéré bon. Okay. Et puis, 20 ou 18 c'est considéré exceptionnel. Excellent. Nous, on est à 15. Ah! OK? Et c'est normal qu'on soit à 15 parce que, comme disait Sylvie tantôt, on utilise même le réceptionniste, on utilise des bénévoles. Mais quand même, ça veut quand même dire que quand vous donnez au Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu, vous pouvez donner en pleine confiance, vous allez en avoir pour votre argent, comme on dit. Donc, ce que vous nous dites, vous, c'est à cause de votre structure de coûts, à cause de la façon dont vous êtes organisé, vous vous situez à 15 de frais d'administration globale sur le $1 million. Exactement. Et on s'aligne vers les 14, là. Vous vous alignez vers... On va voir plus tard. OK. Parce que, je vais vous poser la question, vous êtes membre du conseil d'administration. Qui vous vérifie, vous? Comprenez l'idée? Oui, je comprends. Mais dans un conseil d'administration, c'est toujours pareil. L'Assemblée générale est comme le grand contrôleur. D'ailleurs, les grands changements doivent être approuvés. Ensuite, il y a le conseil d'administration. Par la suite, le conseil sait, si possible, de ne pas faire d'ingérence. Donc, on passe à travers notre directeur général. Ça, on dit toujours qu'un conseil d'administration qui est, voyons donc, bien géré, généralement, ça donne des bons organismes également. OK. Donc, vous avez comme une espèce d'autogouvernance. Exactement. Si vous me passez... pour ajouter, il y a un audit qui est fait à chaque année aussi. Oui, il y a un audit qui est fait selon les bonnes pratiques. Et puis, le rapport est envoyé au gouvernement. Oui, la loi nous impose ça. La loi vous impose ça. Donc, donc, ce sont les bonnes pratiques qui sont faites, qui sont mises en place. Avec 15 c'est relativement bon, effectivement. Et on est, de plus en plus, les gens donnent des dons spécifiques, des dons dédiés. Et notre vérificateur, justement, d'une firme comptable externe, s'assure que quand vous dites « je veux que cet argent-là soit donné pour les gens qui sont aux prises avec un problème de cancer ou pour les déjeuners des gens », tout l'argent va uniquement à l'activité en question. Et c'est vérifié. Dans un tout autre ordre d'idée, le CAB dans 5 ans, le CAB dans 10 ans. Avez-vous, est-ce que vous faites des exercices de planification? Est-ce que vous faites des exercices de... On vient d'en faire une. OK. Il n'y a pas longtemps. Ça faisait plusieurs années qu'on voulait en faire une. On appelle ça une planification stratégique.
Et moi, j'encourage tous les organismes à en faire une. Et ce qui m'a beaucoup allumé, c'est il y a quelques années, la mission Old Brewery à Montréal, qui est probablement l'un des plus vieux organismes de bienfaisance, qui, eux, s'occupent d'itinérance et qui se sont remis en question avec des professionnels qui se sont rendus compte que finalement, par leurs agissements, hein, ils faisaient quasiment... Ils généraient presque l'itinérance jusqu'à un certain point. Okay. Alors, ça vaut la peine de se poser des questions à un moment donné, voir si si ça devient trop facile, par exemple? C'est ça devient trop facile. Si les besoins aussi de la communauté ont changé. Alors, on a fait cet exercice-là avec une consultante qui est Mme Chalifou au cours de l'année 2015. Et puis, on est arrivé avec des réorientations un peu. Les grandes conclusions, quelles sont les grandes conclusions? Pouvez-vous nous en parler? Oui, je peux vous en parler un peu. Les grandes conclusions, c'est que, premièrement, on devrait, parce qu'en même temps qu'on faisait notre réflexion, la Fédération des centres d'action bénévole du Québec en faisait une aussi. Okay. Et a réaligné un peu c'est quoi un centre d'action bénévole. Donc, il a fallu qu'on s'arrime. Et une grande conclusion, c'est qu'on doit investir davantage nos activités pour promouvoir l'action bénévole dans la région. Je ne parle pas juste de nos bénévoles, mais dans la région. Donc, faire des activités de promotion. Par exemple, on est rendu avec un site web où les gens peuvent simplement s'inscrire. Ça s'appelle Bénévolat Pierre de Sorel. On a juste à taper ça, puis si on veut s'inscrire, faire du bénévolat, pas nécessairement chez nous, mais dans d'autres organismes, il y a quelqu'un qui va vous intervenir. De mieux connaître l'activité, c'est pratiquement dans le marketing. Bien, ça prend quelqu'un, cette personne-là, c'est Joël Racine, qui connaît exactement qu'est-ce qu'il y a dans le milieu, quels sont les besoins du milieu, et qui peut, si vous êtes disponible, par exemple, vous aiguiller dans un service qui vous intéresserait. OK. Autre orientation qui est sortie de cet exercice-là? Oui, bien, on avait peut-être des efforts un petit peu à faire dans l'accueil. On disait que autant dans les lieux physiques à réaménager, que peut-être aussi des fois dans l'approche qu'on avait, il fallait qu'on fasse quelques améliorations à ce niveau-là. Donc, faire davantage de suivi avec notre clientèle aussi. Okay. Parce que pas juste de leur... OK, on leur fournit une aide stat, là, sauf que c'est d'essayer de tenter, en tout cas pour certains bénéficiaires, de les rendre le plus autonomes possible. OK, donc c'est pas juste au moment voulu, c'est au moment voulu et pour les sortir. Oui, pour les sortir, les aider, les référer à d'autres organismes aussi qui peuvent répondre à leurs besoins. Alors, ça leur a sorti beaucoup dans notre planification stratégique. Et puis, je ne sais pas, il y a une phrase qui dit « Si tu donnes un poisson, c'est peut-être mieux d'apprendre à pêcher. » Bon, c'est un petit peu dans ce sens-là Puis, pour enchaîner là-dessus, une des conclusions aussi, c'était les cuisines collectives. On avait des cuisines collectives et c'est notre service qui était le plus déficitaire. Puis, à un moment donné, on voulait se remettre en question. On s'est rendu compte que finalement, chaque organisme, il y a plusieurs organismes dans la région qui ont voulu faire des cuisines collectives, mais ils n'arrivaient pas à... Même nous. Okay. Finalement, on a commencé à ouvrir des ponts. Puis on s'est dit, si on se mettait ensemble, et puis ensemble, on peut en faire vraiment une activité rentable et qui sert justement à la population. C'est ce qu'on est en train de faire présentement, d'essayer de trouver du financement, premièrement, pour avoir une cuisinière. Et puis cette cuisinière-là, bien, disons qu'elle pourrait aider les jeunes adultes qui veulent s'en aller en appartement, qui ne savent pas cuisiner, des parents qui ne savent pas comment faire une épicerie qui est profitable pour leur famille, dans le choix des achats à faire. Ensuite, des personnes d'un certain âge qui demeurent seules et puis qui ont besoin de sortir de l'isolement. Et puis aussi, peut-être que ces personnes-là ont fait la cuisine toute leur vie pour une grosse famille. Ou avec un conjoint, et là, se retrouvent tout seuls. Alors, c'est un peu différent. Après ça, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont vraiment besoin d'une base pour pouvoir se cuisiner des mets. Alors, puis on aimerait faire de la transformation d'aliments aussi. OK. C'est dans vos plans? Oui. Puis, justement, on veut faire appel avec Moisson Rive-Sud pour obtenir des denrées. Et puis, dans la transformation d'aliments, c'est que nous, on offrirait des repas déjà tout faits pour les personnes qui ne sont pas en mesure de cuisiner. Parce qu'il y en a qui ne sont pas en mesure, puis il y en a qui demeurent en chambre, qui n'ont pas de poêle, ils n'ont rien. Fait que c'est sûr que la clientèle serait ciblée à ce moment-là, puis ça pourrait servir à ça. Puis ça nous aiderait beaucoup là, en utilisant les denrées de Moisson Rive-Sud. Donc, on arrive au terme de cette entrevue. Ce que je comprends, c'est que le mot de la fin, puis je vais vous le laisser quand même, c'est qu'il y a encore beaucoup de besoins. Est-ce que je me trompe en disant ça? Non, il y a encore plusieurs choses à faire, mais on est quand même très fiers de ce
qui s'est fait dans les 45 dernières années. Je dirais qu'on veut continuer à bien faire encore ça dans quoi on est bon. Donc, des services de qualité et appréciés par tous. On voudrait développer, comme on vous expliquait tantôt, davantage l'action bénévole dans la région. Donc, on veut s'investir plus. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Présentement, Sylvie, avec toute son équipe, est en train d'élaborer un plan d'action, justement, en ligne avec nos nouveaux objectifs. Elle le fait avec ses employés. On a donc à l'approuver ensuite au conseil d'administration. Et puis, finalement, on est aussi dans un processus de révision de nos règlements généraux, qui datent depuis l'an 2000. Donc, ça vaut la peine de temps en temps de se remettre à jour. Les mettre au goût du jour. Les mettre au goût du jour, exactement. Donc, c'est ce qui est à venir. Parce qu'ensemble, moi, je trouve que les grands besoins actuellement, c'est au niveau de la sécurité alimentaire. Okay. Puis, qu'est-ce qu'il y a de plus basique de manger pour vivre? Hein? Alors, c'est la sécurité alimentaire. C'est ça. Puis tantôt, vous m'avez demandé le nombre de dépannages. Là, oui. Le nombre de personnes qui bénéficient. J'ai 612 bénéficiaires, en tout cas en 2015, là, qui ont bénéficié de dépannage alimentaire. On en a fait 1525. Et puis, je peux vous donner les chiffres comparés de 2014 avec 2015. On a eu une augmentation dans les demandes de 32 %. Alors, c'est pas rien. Donc, c'est un appel à tous, encore une fois, notamment en prévision de la guignolée du 4 décembre qui s'en vient. Soyez généreux, mais comme d'habitude, parce que les gens sont tellement généreux dans la région. On veut juste que ça continue. Alors, écoutez, Mme Quentin, M. Landois, je vous remercie infiniment de votre passage à IPX TV. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup d'avoir invité. Merci beaucoup. Plaisir.